Donc, dans mon cheminement universitaire et mes intérêts, c'est une première dimension que j'ai traitée. C'était la question de tous les enjeux ethnoculturels au Québec, mais aussi un regard sur mon groupe d'origine, les Juifs du Maroc, et un regard sur l'Espagne. Ça a été trois angles d'études que j'ai élaborés euh, dès le départ et jusqu'à récemment. La première recherche que j'ai faite, c'était en collaboration avec une historienne de l'Université du Québec à Montréal, Yolande Cohen, avec qui on a, dans la fin des années 80, travaillé sur un livre qui s'appelait Juifs du Maroc, témoignage d'une immigration moderne, qui est aussi sur les classiques de Chicoutimi, et avec la mère de Yolande, euh, pour créer un livre qui était bâti sur des récits de vie de trois générations de Marocains vivant à Montréal. On a fait, on a donné des exemples de ces générations à partir de récits qui étaient arrangés, mais vus collectés en entrevue. Ce qu'on a appelé la nostalgie, donc la génération la plus vieille qui a été articulée sur leur lien avec le Maroc et ce qu'ils avaient laissé derrière eux comme vie communautaire, familiale et sociale. La deuxième génération qui était les baby boomers, donc qui avaient de la trentaine, jeune trentaine, quarantaine, qui étaient venus au Québec et donc qui découvraient des formes de liberté, de réalisation d'eux-mêmes, tout en les insérant dans une vie communautaire, donc ce qu'on avait appelé le mimétisme. Et la troisième génération, c'était les jeunes, l'heure des choix, c'est-à-dire comment allaient-ils s'insérer, comment allaient-ils gérer la question de leur origine culturelle et religieuse avec l'intégration au monde québécois. Donc on a montré comment chaque génération dégageait à partir de ces paramètres de réflexion son positionnement face à la société locale. Et on avait accompagné ce livre d'une longue introduction sur l'histoire des Juifs du Maroc depuis leur installation jusqu'aux périodes contemporaines, avec l'éclatement et la quasi-disparition de la communauté du Maroc, puisqu'il reste à toute fin pratique que peut-être 2 ou 3 000 juifs, alors que c'était une communauté extrêmement importante. Donc ce qu'on voulait, c'est d'une certaine façon marquer ce témoignage et cette transformation historique par des récits de personnes qui la vivaient. Donc d'une certaine façon, c'était un enregistrement, une collecte d'une mémoire et d'un patrimoine en voie de disparition, avec tous les accommodements que ça comprenait au niveau du religieux, du linguistique, des tensions dans le groupe juif Ashkenaz et Sfarad. Donc Ashkenaz venait d'Europe et Sfarad qui venait du Moyen-Orient, avec tous les rapports d'inégalité, de reconnaissance culturelle et des conflits qui émergeaient entre ces communautés. Et on a accompagné ce travail toujours avec Yolande, plus récemment, donc il y a quelques années, par la réalisation de deux œuvres, si je peux m'exprimer ainsi. La première, en 1992, l'apparition d'un livre qui s'appelle Itinéraire séfarade, donc qui est un livre de questions-réponses sur l'origine des Juifs du monde séfarade, toute la question de l'expulsion,
toute la question du rayonnement à travers le bassin méditerranéen et tous les enjeux modernes contemporains par rapport à ce groupe ethnoculturel, et la réalisation d'un CD qui s'appelle Juifs du Maroc, tradition et modernité, qui comprend, qui a été long à bâtir, mais qui est vraiment intéressant. C'est vraiment un CD patrimonial. Donc on l'a mis sur la base de portails d'entrée dans différentes sphères, depuis l'histoire jusqu'aux centres urbains et aux personnes marquantes de cette communauté, toute la référence aux fêtes, à l'alimentation, aux milieux socio-professionnels, à la littérature. Donc des textes accompagnés d'images et de vidéos. Et donc on a introduit, je crois qu'on a environ 700 photos qui ont été introduites dans ce CD et qui est en quelque sorte un petit héritage, un trésor des différentes dimensions de la vie juive telle qu'elle s'est déclinée dans cet environnement, avec des hyperliens et donc la capacité chaque fois d'aller écouter de la musique ou donc des extraits musicaux. Donc c'est un travail qui a pris quelques années, mais que je considère comme une des contributions dans cette vie universitaire du fait que les anthropologues peuvent contribuer à l'enrichissement et à la conservation de patrimoine pour les générations qui se demanderont d'où les parents sont venus. C'est un travail de longue haleine qui a été fait avec plusieurs collègues. On est allé chercher des textes de différents spécialistes et avec le musée du judaïsme marocain qui a contribué financièrement. Mais c'est un travail de très très longue haleine parce qu'il a fallu vraiment créer un portail qui est, disons, toute une architecture du CD-ROM qui reprend les thèmes du Maroc avec des vignettes sur chaque ville. Sur Casablanca, on est allé chercher une urbaniste qui nous a donné toute l'histoire de Casablanca avec les images architecturales des villas, des quartiers, etc. Donc, tout un environnement musical. On a pris à la fois l'environnement musical local, international, sur chaque pays dans lequel il y a les communautés juives marocaines, l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, Israël, etc. Donc, vraiment un travail qui m'a pris de longues fins de semaine et autres, et apprendre à travailler avec des gens dans le domaine des CD-ROM, qui est une autre vision de l'affaire, et d'essayer chaque fois d'imposer une façon de mettre en relief le patrimoine. Donc de ce point de vue-là, ça a été vraiment un travail extrêmement intéressant. Et on a quasiment l'équivalent d'un dictionnaire qu'on pourrait réaliser avec tous les thèmes, toutes les entrées de toutes les personnes. Et qu'on peut aller chercher, par exemple, on peut demander, je voudrais avoir les rabbins du XVIIe, XVIIIe siècle, la liste va sortir. Je voudrais avoir les sociologues qui ont travaillé, la liste va sortir. Les cinéastes, les musiciens, les peintres, donc les photographes. Donc on a même un photographe qui a fait toutes les synagogues du Maroc perdues dans les petits villages. Et donc il nous a donné accès à toutes ces photographies qui sont sur le CD-ROM. Donc vraiment, ça a été un travail considérable, fait avec des moyens financiers très limités. Donc ça, c'était Juifs du Maroc, ça a été un premier travail important. Le deuxième travail, c'était sur les groupes ethnoculturels.
donc avec Micheline Labelle, une anthropologue du département de sociologie de l'UQAM. Nous avons travaillé, elle avait un projet d'étude des leaders communautaires provenant des groupes haïtiens, italiens, juifs et libanais. Et on a écrit un livre et des articles qui portaient sur la vision des leaders à la fois de leur itinéraire, la vision de des organismes qu'ils ont développés, des fonctions des organismes qu'ils ont développés, à la fois ethno-culturelles mais aussi pluriculturelles. Toute la question des enjeux politiques rattachés à leur vie communautaire et toute la question des enjeux liés aux politiques linguistiques québécoises et aux projets indépendantistes. Donc ça a donné lieu à un livre qui est paru dans les années 90 et qui permettait de réfléchir sur cette période et sur la place que les enjeux ethniques pouvaient occuper. Et le troisième axe aussi très intéressant pour moi, que j'ai développé avec un autre anthropologue de l'Université de Montréal, Ignace Olazabal, qui avait travaillé sur la communauté ashkénaze de Montréal pour sa thèse de doctorat, c'est d'aller faire un terrain de recherche à Gérone, en Catalogne, qui est une ville très intéressante parce que c'est une ville qui a connu entre le Xe et XIIe siècle une effervescence juive très importante avec la formation d'une école provençale de la Kabbale qui était influencée par des gens de Gérone et qui a ensuite disparu avec l'expulsion. Le quartier est tombé en désuétude, il a presque disparu et dans les 20 dernières années, il a ressurgi comme patrimoine culturel au sein de la ville de Gérone. Et ce que nous, on était intéressés à voir, c'était comment les gens de la ville voyaient ressurgir un pan de leur passé qui avait disparu de la carte mentale. Et c'était quoi le retentissement de cette réapparition du quartier juif qu'on appelle Akal, qui est un quartier fréquenté par les touristes. Donc, on a essayé de voir un petit peu ce cheminement-là. Des éléments d'abord très touchants pour moi, c'est que nous avons rencontré l'archiviste de la ville, qui nous a sorti le parchemin de vente de la synagogue de 1492, qui était encore conservé dans les archives de la ville. Et elle nous montrait comment dans les reliures des volumes qu'ils avaient trouvés, il y avait des manuscrits et des textes en hébreu qui étaient présents. Donc toute une espèce de retour à la vie juive pré-expulsion. Et de travailler donc à partir d'entrevues et de travail d'archives et d'analyse de textes historiques aux représentations sociales de cette réapparition du patrimoine juif dans la ville. On a constaté qu'il y avait des représentations très différenciées et très intéressantes. La première, c'était ce qu'on peut appeler l'ensemble des représentations archivistiques et historiques, qui sont donc basées sur le savoir historique, qui remettaient en relief les événements majeurs de la ville, de son rapport avec le judaïsme, des restes patrimoniaux qui pouvaient exister, comme les bains religieux, comme les pierres tombales, donc comme tous les ancrages physiques de la présence juive dans la région. Et donc aussi toute la recherche historique que les historiens de la région avaient réalisée,
qui était relativement considérable. Donc une première représentation et d'autres représentations intéressantes. Deuxième, ce qu'on a appelé les représentations atavistiques, dire le fait que des gens se revendiquaient d'avoir du sang juif dans les veines par leur famille, qu'ils avaient des traits de personnalité qui étaient liés aux stéréotypes qu'on pouvait avoir chez les juifs et qui est lié aussi par exemple, en Catalogne, l'intérêt pour le commerce que les Barcelonais, que les Cataloniens pouvaient avoir, les Catalans pouvaient avoir, qu'ils revendiquaient de cette relation avec le patrimoine juif. Troisième, l'alimentation. Il disait qu'il y avait des plats catalans qui étaient d'origine juive, alors bien sûr reconstruits à travers cette refabulation. Ensuite, il y avait des représentations d'ordre mystique, donc liées à l'influence de la Kabbale, où des gens qui avaient développé ce quartier voulaient lui redonner la place qu'il avait dans le mysticisme de l'époque. Et donc, c'était des représentations New Age mélangées à des référents kabbalistes de l'époque, donc une forme des formes d'hybridité et des formes comment appelle-t-on ça, des syncrétismes entre kabbale juive, mystique chrétienne, etc. Mais aussi toutes des représentations fantastiques de la Kabbale, de la région de Gérone, dans lequel on pouvait entendre la voix des Juifs qui avaient été expulsés ou qui étaient passés en autodafé, de personnages mythiques qui hantaient ces ruines et qui servaient d'une certaine façon à un réenchantement de la région, très loin du discours historique, mais basé sur des visions un petit peu toniennes, qu'en dessous il y avait des souterrains, qu'il y avait des trésors, donc toute une problématique intéressante. Et en fait, et en dernier lieu, des représentations qu'on appelait triviales, c'est-à-dire des représentations basées sur l'accueil des touristes, donc des objets avec des étoiles, des étoiles juives, des plats, des pendentifs, des clés qui étaient censés représenter ce patrimoine disparu. Donc c'était vraiment une recherche très intéressante où on a vu d'une certaine façon les couches de cette mémoire, les différentes îles de cette mémoire se manifester. Et on habitait dans ce quartier-là avec Iñaki, donc on a participé aux marches dans la ville et à parler avec les touristes. Alors ils ont créé un centre culturel avec une bibliothèque, avec des activités d'exposition sur toute cette vie catalane qui pouvait exister à cette période. Et ce travail, je l'ai continué il y a 2 ou 3 ans dans le cadre d'une session qu'avait organisée un de mes collègues anthropologues de l'Université libre de Bruxelles, David Berliner, sur la nostalgie. Donc, qui a donné lieu à un livre qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, sur la présence, sur la nostalgie dans ses différentes dimensions. Et j'ai écrit un texte avec Iñaki qui s'appelle La clé de Séfarade. Donc, une analyse du symbole de la clé qui est un symbole extrêmement prégnant dans l'historiographie juive séfarade, c'est-à-dire le fait que, dit-on, lorsque les Juifs ont quitté de façon forcée l'Espagne, ils ont apporté avec eux la clé de leur maison et que cette clé est restée en possession de différentes générations. Alors, mon travail a consisté en 2 parties avec Iñaki. La première partie, c'était de repérer
la présence de la nostalgie face à la clé dans la littérature séfarade, et où la littérature écrit sur les séfarades. Donc voir que c'était un thème récurrent dans la poésie, par exemple, même de, comment s'appelle-t-il, ce poète argentin très connu. Borges a écrit un poème où il met en relief la question de l'expulsion d'Espagne et de la clé, des écrivains argentins, des folkloristes qui ont écrit des musiques avec des paroles portant sur la clé. Et donc c'était la première partie, et des témoignages de personnes qui avaient dans leur famille cette clé-là. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'était un roman de Jorge Semprún qui portait sur un roman où il met en scène un historien d'origine séfarade qui est intéressé à la guerre civile espagnole et qui vient dans les lieux dans lesquels ses ancêtres ont vécu. Et on voit vraiment la présence de deux Espagnes, l'Espagne qui a disparu et l'Espagne réelle prise avec les problèmes de guerre civile, etc., où il illustre bien les tensions comme historien pour un passé révolu qui ne le touche que partiellement, et son inscription dans le contexte de l'analyse historique de la guerre civile, et d'une Française, Elia Bécassis, qui a écrit un livre qui s'appelle Séfarade, dans lequel émerge aussi la question de la clé. Mais ce que j'ai fait aussi avec Iñaki, c'est de travailler sur la résurgence de la clé comme élément touristique, et de voir que maintenant chaque ville offre à une clé qui est offerte à des visiteurs, etc., et qui est la preuve de la renaissance de cette réinscription du judaïsme espagnol, où on dit, vous êtes chez vous, vous avez la clé de la maison, voici votre maison. Et ceci se retrouve sur Internet, où il y a tous des motifs de la clé qui sont présents sous les formes d'images, sous les formes de témoignages, de guides touristiques qui parlent de ce thème dans les promenades qu'ils font. Et donc il y a tout un renouvellement touristique avec la création des routes juives d'Espagne, dans lequel chaque personne se revendique de cette clé, qui est créée par des créateurs locaux et qui représente d'une certaine façon, resymbolise la présence juive en Espagne. Alors ça fait un petit peu le tour de cette problématique de la nostalgie et de l'inscription de cette réinscription et des enjeux à la fois touristiques. On s'aperçoit que le tourisme politiquement se nourrit de ces revendications, de ces patrimoines, de ces héritages, et en Espagne aussi du patrimoine arabe. Donc de la mise en place de cette fameuse convivencia qui existait au temps du Moyen-Âge, où les trois cultures vivaient harmonieusement, avec la création de groupes musicaux, la création d'expositions qui remet en vigueur à des fins d'appel touristique et d'accueil touristique de tout un patrimoine qui est fantasmé, réécrit, enjolivé, mais qui nourrit la nostalgie pour les individus, mais sans l'articuler toujours sur les problèmes réels que le pays connaît.